Alors bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ce webinaire qui porte sur la thématique sol et biosolutions qui est proposé et porté par Science et puis par Agronov. Un webinaire intitulé Les biosolutions, exemples et leviers pour lever les verrous. Donc c'est un temps qui se veut pragmatique, pratique. Ça va nous emmener ensemble jusqu'à 15 heures et c'est un webinaire qui s'opère en compagnie de Marielle Adrian, Benoît Poinceau, Stéphane Bourque de l'Université de Bourgogne Europe, de Yannick Flagel de l'Allemand Plantcare et puis également d'Abdelwahad Echari de Science. Je remercie à chacun de couper son micro pour des raisons de confort. Il y aura un temps de questions-réponses qui sera proposé à l'issue du webinaire. Vous pouvez également les consigner dans le chat. Et puis, je vous informe aussi que vous allez recevoir une notification que ce webinaire est enregistré. C'est un temps qu'on vous propose avec quatre temps de présentation. Marielle Adrian sur les fondamentaux des biosolutions, revoir la terminologie et puis la classification. Un deuxième temps concret avec Benoît Poinceau et Yannick Flagel sur les exemples de projets en vigne et en grande culture. On parlera de concret. Un troisième temps sur les leviers qui sont possibles pour lever les verrous, lever les difficultés avec Yannick Flagel et Stéphane Bourque. Et puis, Abdelwahad Echari de Science conclura sur la présentation d'une offre d'expérimentation. Et sans plus attendre, je partage la parole à Marielle Adrian. Ok, bien. Vous m'entendez? Très bien. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, effectivement, en guise d'introduction, je vous propose de vous rappeler quelques définitions. Donc, les définitions des termes clés qui vont être abordés au cours de ce webinaire. Alors, tout d'abord, il n'existe pas de définition réglementaire aux biosolutions. Et j'ai choisi de reprendre une définition adaptée de la Charte pour le développement durable des biointrants en région Grand Est. Et c'est une définition qui a été adaptée par les membres du réseau mixte technologique BESTIM et qui est publiée dans le petit ouvrage que vous voyez en bas à droite. Et donc, les biosolutions représentent finalement un ensemble des solutions de biocontrôle, des biostimulants et des biofertilisants. Concernant le biocontrôle, donc, selon le Code rural de la pêche maritime, il a été défini comme le recours à des agents et produits utilisant des mécanismes naturels dans le cadre de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures. Alors, quelques mots sur le biocontrôle, les solutions de biocontrôle. On vous entend plus. Oui. Voilà, vous m'entendez? Oui, très bien, Visiblement, mon merci. micro a été désactivé, donc je ne sais pas comment. Mais je disais que 4 catégories d'agents de produits de biocontrôle ont été définies et j'ai repris le petit schéma proposé par IBMA, l'Association internationale des entreprises de biocontrôle. Donc, on va distinguer les macro-organismes ou les invertébrés, les micro-organismes, les sémiobiotiques ou encore médiateurs chimiques, les sémiochimiques, pardon, ou encore médiateurs chimiques, et enfin les substances naturelles. Alors, si on précise un petit peu, les macro-organismes ou invertébrés sont typiquement des auxiliaires. Ils ont été définis comme tout organisme autre qu'un micro-organisme. Donc, vous voyez, c'est assez large. Et on pourrait citer comme exemple Trisolcus mitsukuri, une guêpe parasitoïde de la punaise diabolique du noisetier. Concernant les micro-organismes, il peut s'agir de champignons ou encore de bactéries qui peuvent combiner plusieurs modes d'action. Et Yannick Flagel vous parlera assurément d'une souche de Clonostatis rosea qui peut avoir son intérêt contre la pourriture grise. Les médiateurs chimiques, alors,
il s'agit typiquement des phéromones qui sont utilisés en confusion sexuelle, alors en viticulture, hein, contre les tordeuses de la grappe, Eudémis et Cochilis. Et puis, les substances naturelles d'origine végétale, animale, minérale ou encore microbienne, on peut citer l'huile essentielle d'orange par exemple. Alors, certaines de ces solutions ont un mode d'action qui implique la stimulation de l'immunité végétale. Et dans ce cas-là, on peut aussi parler de stimulateurs de défense des plantes ou SDP. Alors, en conclusion, hein, ces solutions ont vocation à protéger les cultures contre des stress biotiques, des ravageurs, des maladies, et en lien, eh bien, micro-organismes, médiateurs chimiques et substances naturelles relèvent de la catégorie des produits phytosanitaires soumis à une AMM. Alors, petit point de vigilance sur lequel j'attire votre attention, c'est qu'il ne faut pas confondre agriculture biologique et biocontrôle. Et le préfixe bio ne doit pas prêter à confusion parce qu'on n'a pas les mêmes listes de produits. Par exemple, si je prends le cas des spécialités à base de soufre, qui sont les plus utilisées en viticulture biologique pour lutter contre l'oïdium, eh bien, ces spécialités sont utilisables donc alors, pardon, je n'ai pas les animations visiblement. Si, je vais les avoir comme ça. Elles sont utilisables donc en bio et figurent bien sur la liste des produits de biocontrôle. Les spécialités à base de cuivre qui sont les plus utilisées contre le mildiou en viticulture biologique, eh bien, ne figurent pas sur la liste des produits de biocontrôle. Et inversement, il y a des spécialités à base de phosphonate de potassium qui permettent de lutter contre le mildiou qui sont sur la liste des produits de biocontrôle, mais qui ne sont pas utilisés en agriculture biologique. Alors, à présent, les biostimulants qui ont été définis comme des produits qui stimulent les processus de nutrition des végétaux indépendamment des éléments nutritifs qu'ils contiennent, donc ce ne sont pas des engrais, dans le seul but d'améliorer une ou plusieurs des caractéristiques suivantes des végétaux ou de leur rhizosphère. Donc, l'efficacité d'utilisation des éléments nutritifs, la tolérance au stress abiotique, les caractéristiques qualitatives ou encore la disponibilité des éléments nutritifs confinés dans le sol et la rhizosphère. Différentes catégories de biostimulants ont été définies. Là encore, on citera principalement les substances issues du vivant, donc des micro-organismes, mais également des extraits de plantes ou d'algues. Et je citerai également des substances organominérales, notamment des substances humiques. Différents effets sont revendiqués pour les biostimulants. Des effets sur le sol. On peut citer une amélioration de la disponibilité en eau et en éléments nutritifs pour la plante, mais également des effets directement sur la plante, sur le système racinaire, avec une amélioration du développement racinaire, ou un effet plus général sur la croissance, le développement, mais aussi sur la physiologie, et notamment sur une amélioration de la capacité de la plante à résister à des stress abiotiques, par exemple des stress qui peuvent être thermiques ou encore hydriques. Enfin, des effets sur le fruit avec une amélioration qualitative, mais aussi quantitative et donc une amélioration du rendement. Donc, ces biostimulants relèvent de la catégorie des matières fertilisantes et supports de culture. Nous ne sommes plus sous le volet de protection. Et puis enfin, les biofertilisants qui, là encore, peuvent être définis de façon un petit peu différente. J'ai repris, là encore, la même source de définition. Donc, ils peuvent être considérés comme des fertilisants élaborés et formulés à partir de biomasse
Ils peuvent être organiques ou organominéraux et contenir ou non des micro-organismes. Donc, ces petits rappels étant faits, je vous remercie pour votre attention et vais laisser la parole aux autres intervenants de ce webinaire qui vont vous parler de projets ciblés sur ces biosolutions. Merci Marielle. On passe et on donne la parole à Benoît Poinceau et Yannick Flagel pour des exemples de projets en vigne et en grande culture. Très bien, merci beaucoup pour cette introduction. Donc, je vais commencer pour ma part par un petit descriptif. Alors, je ne sais pas si les diapos passent ou pas. C'est tout bon. Bon, ça passe. Ok, donc je vais vous faire un petit point sur un projet qu'on a terminé il y a un petit peu plus d'un an, qui était donc un projet éco-phytomaturation et qui visait à optimiser l'efficacité du chitosane comme solution de biocontrôle contre le mildiou et la vigne. Donc c'est un projet qu'on a mené avec 2 entreprises, donc Elicitil, qui produit des polysaccharides, qui est une petite entreprise près de Grenoble, et Phytorop, qui est un plus grand groupe agrochimiste, un peu plus classique. Et on a collaboré donc avec notre laboratoire à l'UMR Agroécologie à Dijon et un autre laboratoire, le laboratoire de chimie des polymères organiques à Bordeaux. Alors, si je reviens un petit peu plus en détail sur la viticulture, vous savez que justement, les maladies sont responsables de 20 à 30% de perte de récolte au niveau mondial, que ce soit en pré-récolte ou en post-récolte. Et la vigne, malheureusement, est une des plantes les plus sensibles à de nombreuses maladies, dont on voit ici quelques exemples. Donc, il y a notamment la pourriture grise, du Abotretis cinerea, le mildiou, du Aplasmopara viticola, qui a encore fait pas mal de dégâts les dernières années en Bordelais en particulier, et puis l'oïdium du Aeris fenecator. Donc, on sait qu'encore aujourd'hui, il y a une lutte contre ces maladies qui s'effectue grâce à des produits phytosanitaires. Donc, Marielle en a parlé précédemment, et certains d'entre eux présentent des risques non négligeables pour la santé humaine et pour l'environnement. C'est la raison pour laquelle, finalement, les instances, que ce soit au niveau européen ou au niveau français, ils visent à limiter l'usage des pesticides et surtout à supprimer de plus en plus les plus toxiques. Donc ça a été fait depuis pas mal d'années, donc c'est les plans éco-phyto et REACH, et visent aussi à diminuer les quantités utilisées. Donc dans ce cadre-là, on va chercher à développer nos connaissances pour essayer de trouver des stratégies alternatives, et c'est dans ce cadre-là qu'il y a de nombreuses biosolutions qui sont testées. Donc il y a 2 grandes alternatives qui se développent en parallèle. Il y a d'un côté l'obtention de variétés résistantes. Donc on a des collègues notamment à l'INRA de Montpellier, l'INRA de Colmar, qui ont obtenu de nouvelles variétés résistantes à l'oïdium ou au mildiou particulièrement. Et de l'autre côté, on vise aussi à stimuler l'immunité des plantes par des produits de biocontrôle, donc des SDP, dont vous a parlé Marielle précédemment. Alors dans ce cadre-là, nous on cherche plus particulièrement à essayer d'utiliser des chitoligosaccharides pour protéger la vigne, en partant d'une matière première qui est assez abondante, à savoir la chitine. Donc c'est un biopolymère qu'on va trouver notamment dans la paroi des champignons et la carapace de crustacés. Donc comme vous l'avez ici, c'est un polymère de N-acétylglucosamine, et on considère qu'il y a plus d'1 milliard de tonnes produites par an, donc c'est quasiment un déchet d'autres industries, notamment agroalimentaires. Et ce qui est intéressant, c'est que cette chitine, on peut par une simple étape de acétylation la transformer en chitosane. Et ce chitosane, justement, il est approuvé comme substance de base au niveau européen. Et quand on regarde un petit peu la littérature, ce chitosane, on se rend compte qu'il y a plus de 400 articles scientifiques qui montrent que ce chitosane peut protéger les plantes, notamment dans des conditions de laboratoire. Il est capable de notamment stimuler les défenses des plantes, et il a, dans certains cas, aussi un effet biocide. D'ailleurs, un produit de biocontrôle qui contient un mélange de chitosane et d'oligogalacturonide a été homologué sur de nombreuses cultures. Donc c'est ce qu'on appelle le COS-OGA. Alors c'est la société PhytoSafe qui le fait, donc c'est des collègues belges qui ont développé ça. Et on le trouve sous différents noms aujourd'hui, dont notamment le messager. Par contre, si on regarde l'efficacité de ce produit au terrain, on se rend compte qu'il y a une efficacité très variable qui remonte finalement des expérimentations au vignoble en particulier. Et ça pose la question de savoir finalement pourquoi la protection à base de chitosane est si variable au champ. Et donc, c'est un petit peu ce qu'on a étudié dans ce projet qu'on a appelé ChitoProtect, qui était donc un projet éco-phytomaturation. Et donc, une des questions que ça soulève, c'est de savoir si tous les chitosanes possèdent les mêmes activités biologiques. Donc ça, c'est déjà une première question. Et puis, finalement, quelle activité biologique? Est-ce que c'est une activité plutôt biocide, une activité élicitrice, ou les deux en même temps? Donc, pour répondre à ces premières questions, avec nos collègues, justement, on a pu obtenir toute une collection de chitosanes qui ont différents degrés de polymérisation. Donc, c'est finalement la longueur de la chaîne qui va être modifiée essentiellement.
On peut jouer sur d'autres paramètres, mais là, on a joué uniquement sur la longueur de la chaîne. Donc, on a des chitosanes qui sont très courts, avec un degré de polymérisation de 12, qu'on appelle le DP12. Et le plus long qu'on ait testé, c'est le DP470, donc qui est une chaîne beaucoup plus longue. Donc, une fois qu'on a généré ces différents types de chitosanes, ils ont été bien caractérisés d'un point de vue chimique, ils ont été très purifiés, et on a pu donc tester ensuite leur activité biologique. Donc, dans un premier temps, on a testé l'effet biocide sur différents pathogènes de la vigne, en commençant par le mildiou de la vigne. Donc, ce que vous voyez ici à gauche, en fait, c'est les zoospores de mildiou qui sont en train de s'enquister dans les stomates. Donc, c'est vraiment le début du cycle. Et pour pouvoir justement aller jusqu'aux stomates, eh ben, ces zoospores de Plasmopara viticola vont nager. Donc, il y a une mobilité. Et on peut mesurer finalement la capacité d'inhiber cette motilité des zoospores de Plasmopara viticola en laboratoire. Donc, c'est ce qu'on a fait avec toute notre gamme de chitosanes, du DP12 le plus foncé jusqu'au DP470 le plus long, le plus grand. Et donc, globalement, finalement, il n'y a pas tellement de différence. On peut constater que la plupart des chitosanes sont capables de, effectivement, inhiber la mobilité des zoospores de Plasmopara très rapidement. On peut aussi mesurer l'efficacité d'inhiber la croissance d'un champignon, Botrytis cinerea. Donc là, ce que vous avez, c'est l'inhibition de croissance. Et on voit là aussi que, quels que soient les chitosanes testés, ben, on peut avoir des inhibitions de croissance qui montent jusqu'à quasiment 100%. Donc finalement, on a une capacité biocide assez forte des différents chitosanes qui ont été produits. Donc ça, c'est un premier effet qu'on a noté, c'est que finalement, quels que soient les chitosanes testés, ils ont tous un effet biocide au premier abord. Dans un deuxième temps, on s'est posé la question de savoir s'ils étaient tous éliciteurs des défenses de la vigne. Donc ça, c'est des choses qu'on peut étudier à notre laboratoire à Dijon. Et on a travaillé en faisant flotter des disques foliaires de vigne sur des différentes solutions de chitosane. Et on a mesuré différents marqueurs de défense, comme par exemple l'expression de certains gènes de défense. Donc ici, vous avez l'expression du gène de la stilbène synthase, qui va permettre justement la production de phytoalexine. Et donc ici, on a mis en comparatif le COS-OGAT, qui est donc la molécule homologuée actuellement, et on voit qu'en fonction de la longueur des chitosans, entre le DP12 jusqu'au 470, eh ben, ils n'ont pas tous la même activité élicitrice. Ici, on remarque que les plus courts sont capables d'éliciter plus fortement l'expression de la stilbène synthase. Donc ça, c'est un marqueur de défense. On en a regardé un autre plus tardif, à 24 heures post-traitement, et on voit ici en rouge que plusieurs molécules sont capables d'éliciter la production de phytoalexine, donc les stilbènes. On voit en particulier que les plus courts, DP12, DP25 et DP33, induisent fortement la production de stilbènes, le DP44 et 100 un peu moins, et puis le DP470 quasiment plus du tout. Donc on n'a pas la même capacité d'élicitation des défenses en fonction de la longueur de la chaîne des chitosanes. Et quand on fait la corrélation avec la protection contre le mildiou sur des plantes en serre, sur des petites boutures herbacées, ben là aussi on voit que les plus efficaces pour la protection, donc là vous avez justement le taux de protection, donc on arrive à des protections de quasiment 90-95% sous serre, donc il n'y a plus de sporulation du mildiou, et ben les efficacités sont les plus nettes avec le DP12, le DP25 et le DP33, et ça devient moins fort ensuite avec le DP44, 100 et 470. Donc là, ce qu'on a pu noter finalement, c'est que les DP les plus courts, donc de 12 à 33, sont les meilleurs éliciteurs pour induire une résistance contre le mildiou. Donc ensuite, on s'est posé la question de savoir si ça pouvait être efficace au vignoble. Donc là, on a utilisé le vignoble expérimental de l'université à Marsanais, et on a testé, finalement, on a pulvérisé des feuilles de vigne avec du chitosane à 2 grammes par litre, et on a mesuré l'intensité de la maladie avec les 2 chitosanes les plus extrêmes de notre collection, donc le DP12 d'un côté et le DP470 de l'autre. Et donc on voit ici que l'intensité de la maladie, eh ben, elle est beaucoup plus faible avec le DP12, mais elle est similaire au contrôle avec le DP470. Et quand on rapporte ça en efficacité de protection, on voit que le DP12 a une efficacité de l'ordre de 80%, et le 470, bah, c'est quasi similaire au contrôle, donc c'est inférieur à 10%. Si on regarde maintenant ce qu'on fait dans des tests sur différents vignobles, donc là on avait fait des tests avec des prestataires de services dans 3 vignobles différents, où on a utilisé 10 traitements consécutifs avec uniquement cette fois-ci le chitosan DP12 à 400 grammes par hectare, et on a mesuré finalement l'efficacité de protection sur le mildiou, donc sur grappe cette fois-ci, et on voit que notre chitosan DP12, bah, finalement, il se place entre le cuivre, qui est classiquement utilisé, donc la bouillie bordelaise, et le COS-OGA, qui est un produit de biocontrôle homologué. Donc on a une efficacité intermédiaire pour le mildiou sur grappe. Et quand on regarde l'oïdium, bah, c'est à peu près la même chose. On a notre DP12 qui se positionne entre le COS-OGA, qui est donc le produit de biocontrôle homologué, et l'usage du soufre.
Donc finalement, ce chitosan DP12, il peut protéger les feuilles et les baies de vigne contre le milieu Eloidium au vignoble. Donc on a fait une preuve de concept que ça pouvait être efficace également au vignoble. Et puis après, on s'est posé la question de savoir si on pouvait l'intégrer avec des programmes qui utilisent du cuivre en particulier. Donc là, on a travaillé avec Philippe Crozier de Phyteurope, justement, qui était partenaire du projet. Et on a comparé deux types de programmes. Donc à droite, un programme classique avec des traitements à base de bouillie bordelaise, donc à base de cuivre, avec 10 traitements cuivre, donc une quantité annuelle de 3,4 kg par an et par hectare. Et puis de l'autre côté, un traitement où il y avait 8 traitements au DP12 à 400 grammes par hectare, au chitosan DP12, et uniquement 2 traitements au cuivre aux alentours de la floraison. Et quand on regarde justement l'efficacité sur feuille, on n'a pas de différence significative entre les deux types de programmes. Et quand on regarde l'efficacité ensuite sur grappe, c'est un petit peu plus faible en termes d'efficacité, mais là encore, on n'a pas de différence significative entre le traitement avec le chitosan cuivre-chitosan et le cuivre uniquement. Donc, ce qui est intéressant dans ce type de programme, c'est qu'on est capable d'avoir diminué finalement l'usage du cuivre de 70%. Donc, ça montre qu'on peut comme ça avoir des programmes intégrés qui vont permettre de diminuer le cuivre. Et on sait que c'est un des objectifs, notamment actuels, a priori, de la Commission européenne, c'est de diminuer les quantités de cuivre, notamment pour leur pollution dans les sols et les nappes phréatiques. Donc, si on résume un petit peu les différents résultats obtenus, on peut dire que globalement, quels que soient les chitosans, ils ont tous une activité biocide. Par contre, les chitosans de DP courts vont avoir une meilleure activité élicitrice pour stimuler l'immunité de la vigne. Et le chitosan DP12 peut être utilisé seul pour protéger la vigne contre le mildiou Eloidium, plutôt dans des pressions faibles de maladie. Et quand on a des pressions plus fortes, on peut le combiner notamment avec 2 traitements cuivre autour de la floraison pour garder quand même une bonne efficacité de protection. Ce qu'on a pu observer aussi pendant ce programme, c'est qu'il y avait aussi une grande variabilité de la protection observée dans les essais au vignoble. Et quand on est rentré un petit peu plus dans le détail, visiblement, c'était associé à la qualité de la pulvérisation, puisqu'on a mis justement des papiers hydrosensibles et on a vu qu'en fonction des prestataires de services, on avait des fois des traitements qui étaient de bonne qualité et puis des fois, on n'avait quasiment aucune gouttelette qui arrivait sur les feuilles qui étaient testées. Donc ça nous conduit aujourd'hui à développer un nouveau projet éco-phyto avec d'autres partenaires à Montpellier pour évaluer l'impact justement de la qualité de pulvérisation sur l'efficacité de nouvelles biosolutions pour protéger le vignoble. Voilà, je vais maintenant laisser la parole à mon collègue de l'ANMO. Bonjour à tous, donc Yannick Flagel, donc société L'Allemand Plantcare. Pour rappel, la société L'Allemand, on est spécialisé dans la production de micro-organismes, notamment à usage agricole. Donc moi, je vais vous parler de 2 projets, Grande Culture et puis après projet Vigne. Donc déjà, pour commencer, on a le projet Fondation. Donc projet Fondation, c'est un projet qui implique l'utilisation de mycorhizes et de bactéries rhizosphériques. Et on va se servir en fait du couvert végétal comme d'un incubateur pour développer le chevelu mycorhizien. Hein. À savoir que les mycorhizes peuvent mettre quelques semaines pour bien s'installer. Et dans le cas de culture annuelle, ces quelques semaines sont des fois trop longues pour pouvoir faire bénéficier à la culture de l'ensemble de son intérêt. Donc là, ce qu'on présente, c'est qu'on va venir inoculer le couvert végétal avec des mycorhizes et des bactéries pour déjà avoir un effet starter sur l'implantation du couvert végétal. Parce qu'en fonction des conditions climatiques, en fonction des préparations de sol, c'est pas toujours évident d'avoir une bonne implantation du couvert végétal. Et ensuite, une fois que ce couvert végétal est bien implanté, il va servir d'incubateur pour les mycorhizes. En fait, les mycorhizes vont se développer sur le chevelu racinaire de ce couvert végétal. Donc, qui va s'installer, par exemple, si on prend l'exemple qui est sur la diapo avec du maïs, on va installer à l'automne un couvert végétal. Les mycorhizes auront quelques mois pour s'installer. Et avant le semis de maïs, on va venir détruire, donc bien sûr, de la façon la plus superficielle possible, détruire le couvert végétal. Le chevelu mycorhizien sera devenu mature, sera bien en place. Et dès lors qu'on va venir implanter la culture, donc dans cet exemple-là du maïs, la culture va se connecter avec le chevelu mycorhizien et pourra bénéficier de tous les bénéfices que peuvent avoir les mycorhizes, une meilleure nutrition, que ce soit hydrique ou dans tout ce qui est éléments minéraux et oligo-éléments. Et donc, au niveau des résultats d'essai que l'on a pu faire, on voit quand même qu'on a des résultats qui sont à chaque fois statistiquement significatifs. Et on a en moyenne plus 9%
de rendement en plus. Donc là, beaucoup d'essais qui ont été faits sur du maïs, mais on a aussi des choses intéressantes avec le sorgho. Et ce qui peut être intéressant, si vous voyez sur la gauche de votre écran, là, on voit une petite image de blé. Ça, c'est un essai qui a été mené. Le blé a été semé 2 ans après l'implantation de la mycorrhize. Et donc, on voit que la mycorrhize va avoir un effet même 2 ans après son implantation. Donc, chose qui montre bien quand même la résilience de ce genre de procédé. Donc, sur ce genre de solution, on a mis pas mal d'essais en place cette année en France. Donc, des choses sur lesquelles on pourra être amené à communiquer dans les mois qui viennent. Deuxième projet, donc là, on va parler d'un micro-organisme. Marielle en a parlé tout à l'heure dans les présentations des biosolutions. Donc, le produit s'appelle l'Alstop G46WG, mais c'est un produit qui est formulé à base de Clonostatis rosea, souche J1446. Donc, on est sur un champignon. Champignon filamenteux qui a la capacité de coloniser la surface des plantes. Il va avoir plusieurs modes d'action. Il va travailler dans un mode compétition. On voit bien sur la photo que l'on a un chevelu mycorhizien, un chevelu de champignons assez dense qui va s'installer et donc empêcher que des autres champignons, notamment pathogènes, puissent s'installer. C'est un champignon qui est saprophyte. Donc saprophyte, pour rappel, c'est un champignon qui va se nourrir de déchets, de carbone mort, par exemple sur des floraisons, lors de travaux en verre. Et donc, le Clonostatis va se nourrir de ce carbone-là et occuper l'espace. C'est une autre forme de compétition, mais ça va plutôt empêcher les champignons saprophytes. On pense notamment au botrytis. Et enfin, c'est un hyperparasite, c'est-à-dire qu'il est capable d'aller se nourrir d'autres champignons en allant les attaquer, puis en se nourrissant de leur contenu cellulaire. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce chevelu qui est très dense va permettre une résistance au lessivage. Donc, on a mis ça en image, donc en travaillant notamment avec Science et Micagrolab l'année dernière, un essai qui a été mené en conditions contrôlées sur des plants de vignes. Et donc, on a voulu mesurer cette résistance au lessivage que l'on suspectait, que l'on connaissait, mais que l'on n'avait jamais mis en valeur. Donc là, dans l'essai, c'est très simple. On a pulvérisé donc, du G46 sur les vignes. Et 2 heures après, on a une modalité où il y a eu 20 mm de pluie qui ont été mises sur un laps de temps d'1 heure et 40 mm de pluie, là aussi, dans un laps de temps d'1 heure. Vous pourrez imaginer des averses orageuses, par exemple, que l'on va comparer à un témoin qui n'a pas été irrigué. Et là, ce que l'on peut voir, c'est que quand on quantifie la population de Clonostatis, on n'a pas de différence vraiment significative. Donc, c'est une vertu qui est assez intéressante parce que dans le cadre d'usage pour des cultures plein champ, notamment en l'occurrence la vigne, on va avoir un produit, on va avoir un micro-organisme qui va pouvoir résister le lessivage. Et ça, c'est très intéressant parce qu'à l'heure actuelle, dans les solutions biosolutions, que ce soit biocontrôle ou UAB, on a essentiellement des produits qui sont lessivables, le soufre par exemple. Et donc, c'est un produit qui aujourd'hui est homologué sur botrytis. Bon, le botrytis en vigne n'est plus trop un problème, on va dire en France en règle générale. Par contre, on va arriver sur la partie oïdium. Et là, sur la partie oïdium, ça va beaucoup plus intéresser les viticulteurs parce que l'oïdium est une maladie qui progresse, qui pose de plus en plus du problème, notamment avec la disparition des produits de synthèse. Et lorsqu'on est en agriculture biologique, il y a des solutions qui existent, mais qui peuvent poser souci de phytotoxicité ou notamment ou qui peuvent être lessivables. Donc là, je vous présente un essai qui a été mené l'année dernière en Champagne, donc sur des conditions assez proches de celles de la Bourgogne, sur du chardonnay. Et donc on a le contrôle, donc ça c'est le témoin non traité, une modalité soufre. Donc on a eu du soufre toute l'année à des doses usuelles. Le G46, pardon, tout à droite, qui a été positionné à partir de la fleur, donc avant la fleur du soufre, et à partir de la floraison, on n'a amené que du G46. Et enfin, une modalité qui est au milieu, G46 plus S, donc G46 plus soufre, pour voir la combinaison des deux. Est-ce qu'il y avait une complémentarité? Est-ce qu'il y avait une synergie à utiliser ces deux solutions-là?
Pour la lecture, vous avez un diagramme donc vert, donc ça c'est l'intensité de la maladie sur feuille. Et dans une couleur un peu plus violette, là c'est l'intensité de la maladie sur les grappes. Donc ce que l'on peut regarder quand on regarde déjà le témoin, le contrôle, on voit qu'on a une maladie qui s'est installée très tardivement. Hein. S'il y a des vignerons dans l'assemblée, on voit que la maladie s'est installée à partir du 23 juillet. Par contre, on a une maladie qui a été très explosive, parce qu'avec des très forts niveaux d'attaque qui sont installés en 3 semaines de temps. Si on regarde la modalité soufre, on voit qu'en vert, ce produit a une bonne efficacité sur feuille. Bon, là, pas de surprise, hein, c'est un produit que l'on connaît bien. Par contre, sur grappe, dans des conditions d'obscurité, etc., le produit a moins bien fonctionné, par exemple, que le G46 tout seul. On voit que sur grappe, il a mieux fonctionné que le soufre. Bon, chose qui s'explique très bien. Le G46, hein, je vous l'ai dit, c'est un champignon. Donc, c'est un micro-organisme qui va se complaire dans l'obscurité, dans l'hygrométrie, avec une quantité de carbone aussi qui va être importante. Hein. On rappelle, on est sur la zone des grappes. Et chose qui est très intéressante, c'est que si l'on associe les deux solutions, eh bien, on va garder l'efficacité du soufre sur feuille, mais surtout, le soufre ne gêne pas l'efficacité, le fonctionnement du micro-organisme, car parce qu'on garde le même niveau d'efficacité que ce que l'on a eu avec le G46 tout seul. Donc ça va vraiment amener, ce produit va être homologué courant 2026, hein, donc les vignerons pourront l'utiliser en 2027, il va falloir patienter encore un petit peu, mais produit qui sera vraiment intéressant pour le contrôle de l'oïdium de la vigne. Maintenant, je vais vous parler avec Stéphane, on va vous évoquer les biosolutions, comment on peut aussi lever les verrous de l'efficacité. Donc, en restant dans le sujet du G46, on a démontré que si on associait de la glycine bétaïne, donc le Lastimo-Osmo, hein, c'est un produit de chez nous, qui est à base de glycine bétaïne, eh bien cette glycine bétaïne va accélérer le développement du micro-organisme. Donc ça, c'est des choses que l'on a mesurées sur des boîtes de pétri, mais aussi un essai qui avait été mené avec Marielle notamment, et Science il y a quelques années, je crois, c'était de montrer sur l'efficacité même, est-ce qu'il y avait vraiment un intérêt de rajouter de la glycine bétaïne. Donc là, sur votre graphique, vous pouvez voir, donc on a le témoin haut avec un très fort niveau d'attaque. Hein, donc ce qui est en vert, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'attaque du tout. Si vous êtes en jaune, on a des tâches limitées. En orange, on commence à avoir des symptômes isolés. Et puis en rouge, des symptômes importants. Donc on voit bien que sur le témoin non traité, le niveau d'attaque de l'oïdium est quand même très fort. Si l'on met le G46 tout seul, on voit déjà qu'on a une efficacité qui est très intéressante, hein, parce qu'on voit que les symptômes forts sont fortement diminués. Et si l'on associe la glycine bétaïne avec le Lastop G46, là on voit bien que l'on obtient un niveau de contrôle qui est complètement satisfaisant par rapport à ce qu'on attend d'un produit à l'usage au champ. Voilà, c'en est fini pour ma part. Je redonne la parole à Stéphane. Bien, ben merci pour l'introduction. Donc, j'essaie de prendre le contrôle. Alors, visiblement, ça ne passe pas. Si, voilà. Donc, moi, j'ai été invité pour vous parler d'un projet qui s'appelle le projet Vitigard. Donc, c'est un projet qui est financé par BPI France dans le cadre du plan de relance 2030 et qui va en fait être une collaboration entre à la fois des partenaires privés, que je vais vous présenter juste après, des partenaires publics et également l'interprofession. Donc en fait, c'est un projet sur 5 ans et le but de ce projet, c'est d'arriver à l'échelle 2030 à proposer un itinéraire technique dit zéro phyto. Et pour y arriver, voilà, ce qui est absolument indispensable, c'est en fait de combiner plusieurs leviers pour induire une protection de la vigne contre ses principales maladies cryptogamiques, à savoir le mildiou et l'oïdium. Donc pour ça, on va jouer sur de la résistance génétique, et notamment avec le partenariat du pépinière Mercier de sa société Novatec, pardon. On va coupler des solutions de biocontrôle dont on va augmenter l'efficacité. Donc ça, ce sera principalement le travail de l'INRA de Bordeaux et notre travail à l'Université de Bourgogne-Europe.
Il y aura également une prise en compte d'une augmentation de l'efficacité de la formulation, une formulation dédiée à ces produits de biocontrôle. Donc ça, c'est le deuxième partenaire privé, donc Serience, qui va s'en charger. Et enfin, l'idée, c'est aussi de tenir compte de l'impact potentiel de facteurs abiotiques, notamment dans le cadre de l'adaptation au changement climatique. Et là, c'est l'IFV, donc l'Institut français de la vigne et du vin, qui prendra cette partie-là en charge. Donc, l'idée, c'est de coupler ces différents leviers pour arriver à cet objectif zéro phyto. Alors, si j'en détaille juste les deux premiers, la résistance génétique, finalement, c'est quoi? L'idée, c'est de garder toutes les qualités organoleptiques des cépages européens, donc les Vitis vinifera européens, mais en y associant des caractères de résistance génétique qui vont provenir d'autres variétés de Vitis, et notamment des Vitis asiatiques et américaines, qui ont ces gènes de résistance contre le mildiou et l'oïdium, mais par contre qui ont de faibles qualités organoleptiques. Donc en fait, par croisement, on va essayer de garder les deux qualités principales des parents, la résistance génétique et puis les bonnes qualités organoleptiques. Donc ça, c'est des programmes qui ont été initiés il y a une vingtaine d'années, notamment par l'INRA, donc avec des variétés homologuées actuellement. Et ce que l'on sait de cette approche-là, c'est que la résistance est forte, mais la résistance n'est pas totale. Et comme cette résistance n'est pas totale, eh bien, le risque, c'est qu'il y ait des souches d'agents pathogènes qui puissent contourner ou dépasser le niveau de résistance apporté par ces gènes. Et donc, pour prendre en compte ce risque de contournement, eh bien, en fait, il est préconisé de toujours avoir 2 ou 3 traitements dits de couverture pour gérer le surplus potentiel d'agents pathogènes, que ce soit pour le mildiou ou que ce soit pour l'oïdium. Donc, avec ces variétés résistantes, seul, on ne peut pas aller vers le zéro phyto. Et l'autre approche, c'est ce que j'appelais ici la résistance immunitaire. Donc, on en a déjà pas mal entendu parler depuis un petit moment. Donc, l'idée, c'est d'appliquer des stimulateurs de défense des plantes pour activer les réponses immunitaires. Alors ça, on sait que ça marche, Benoît en a parlé, mais parfois, dans les conditions de forte pression d'agents pathogènes, on peut avoir une protection qui est insuffisante. On peut aussi avoir un manque de reproductibilité. Et surtout, ce dont il faut tenir compte, c'est qu'en général, ces produits de biocontrôle vont avoir un coût beaucoup plus élevé que les produits phytosanitaires classiques, que ce soit par exemple le cuivre ou le soufre dont on a parlé. Donc voilà, le projet Vitigarde, finalement, c'est d'essayer de prendre tout ça en compte pour arriver au final à une résistance totale. Donc l'idée, c'est de travailler avec des cépages génétiquement résistants, des nouvelles variétés que Mercier est en train de développer. Et sur ces variétés, d'essayer d'activer une réponse immunitaire efficace. Alors, l'idée, c'est pas d'utiliser simplement un stimulateur de défense, mais de coupler soit différents stimulateurs de défense, soit des stimulateurs de défense ou des biofertilisants, en tout cas des couples de produits pour lesquels on va pouvoir mettre en avant une synergie dans le niveau d'activation. Et puis ce que l'on va également appliquer sur cet aspect-là, c'est une stratégie qu'on développe à l'UMR Agroécologie, une stratégie dite de désinhibition, parce qu'en fait, on est en train de breveter cette stratégie-là avec la SAT Science, qu'en fait, l'intensité de la réponse immunitaire que va développer une plante, elle dépend de la balance de 2 voies, une voie d'activation et une voie d'inhibition. Et l'idée, là, c'est à la fois d'activer cette voie d'activation et de lever cette désinhibition pour avoir une réponse immunitaire qui soit la plus forte possible. Et donc, tous ces 2 premiers leviers vont être renforcés par la mise en place, le développement d'une nouvelle formulation adaptée justement aux produits de biocontrôle, pour tenir compte notamment de tous ces risques de facteurs de lessivage dont il était question juste avant. Et puis également, donc, on va prendre en compte un certain nombre de facteurs abiotiques dans l'application de ces produits, et notamment d'essayer de voir quelle peut être l'influence de facteurs abiotiques au moment même de la pulvérisation. Donc là, il y a des travaux qui sont menés pour prendre en compte à la fois l'aspect température et l'aspect hygrométrie. Et donc, l'idée, c'est qu'en combinant tout ça, qu'on arrive à avoir une résistance totale et qui permette aux viticulteurs de se passer de produits phyto, qu'ils soient en bio, qu'ils soient en conventionnel. Et finalement, tout ça n'aura de sens que si, au final, le viticulteur, donc le professionnel derrière,
acceptera cette stratégie-là et sera capable de la mettre en place au vignoble. Donc, dans le projet, il y a une prise en compte du positionnement, finalement, de toute la filière viticole par rapport à ce projet. Alors, ce projet, il a débuté au printemps de cette année, donc je vous donne rendez-vous en 2029 pour en faire le bilan et vous dire si oui ou non on est arrivé vers cette stratégie zéro phyto. Voilà, merci. Très bien, merci beaucoup Stéphane. Nous allons enchaîner avec l'accompagnement qu'il est possible de faire par les biostimulants. L'objectif, c'est de pouvoir proposer des solutions qui sont concrètes. Et c'est Abdelaouad Echari de Science qui nous présente le service expérimentation. Ok. Merci Karine. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais vous présenter rapidement l'offre d'expérimentation R&D que Science et Agronov vous proposent. Donc, l'objectif, c'est d'évaluer l'efficacité de vos biostimulants dans des conditions contrôlées et de mieux comprendre leur mode d'action, mais aussi de vous aider à justifier les revendications et les allégations, donc en conformité avec les normes et règlements européens qui sont en vigueur aujourd'hui. Donc, cette offre expérimentation donc, vous permet de cribler vos différentes formulations pour identifier celles qui présentent le plus de potentiel par rapport à d'autres. Donc, démontrer l'efficacité de vos produits dans des conditions contrôlées sous serre et valider vos allégations. Puisque selon la réglementation, un biostimulant doit effectivement améliorer une ou plusieurs caractéristiques des plantes ou de leur rhizosphère. Donc, je ne cite pas les grands axes, mais Marie les a cités précédemment dans son intervention. Et enfin, donc, cette étude vous permet aussi de caractériser le mode d'action du produit pour mieux comprendre comment il agit. Donc, et pour vous donner un exemple concret de cette offre-là, donc on peut mettre en place ces expérimentations sur une ou plusieurs cultures, que ce soit des grandes cultures ou bien des cultures maraîchères. Donc, on peut évaluer plusieurs modalités. Donc, par exemple, différents produits, différentes formulations ou différentes concentrations sur une période moyenne de 3 mois. Donc, pourquoi 3 mois? Parce qu'on commence à avoir des résultats significatifs à cet intervalle-là et toujours en conditions semi-contrôlées sous serre. Et donc, bien sûr, on peut aller plus loin selon les objectifs. Donc, si l'on cherche à mesurer, par exemple, le rendement sur une culture de maïs, par exemple, donc la durée de l'expérimentation sera adaptée. Donc, en fonction du besoin et de l'objectif du projet et du produit. Donc, l'essai est répété 3 fois, donc à quelques semaines, quelques mois d'intervalle, afin de valider la reproductibilité et confirmer aussi l'effet biostimulant. Donc, pendant cet essai-là, donc, on suit de près les mesures de différents paramètres clés qui sont liés à la croissance et au développement de la plante. Donc, selon un protocole expérimental qui est entièrement construit en amont avec le chercheur et bien sûr avec l'industriel ou l'entreprise, pour être parfaitement aligné par rapport à vos besoins et vos objectifs R&D par rapport à vos biostimulants. Donc, l'idée, c'est d'obtenir des résultats concrets, fiables, exploitables pour valoriser mieux vos biostimulants. Donc là, j'ai mis juste deux petits onglets donc, pour aller plus vite. Pourquoi Science et Agronov? Donc, c'est l'expertise de l'UMR agroécologie de Dijon. Donc, l'expertise scientifique, elle est là. Donc, on a accès à 1000 m² de serre en conditions contrôlées sur le technopole Agronov, mais aussi à des plateformes high-tech, des plateformes de pointe sur le campus de Genève, que ce soit sur l'université ou bien à l'INRAE. Et aussi, cette offre expérimentale nous permet aussi de vous accompagner donc avec un interlocuteur scientifique dédié à votre projet et aussi des aides financières des aides au financement de vos projets. Pourquoi? Parce qu'Agronov peut vous guider pour trouver des ressources complémentaires.
et pour les plus-values. Donc voilà, c'est des projets sur mesure construits avec nos experts scientifiques, des chercheurs des laboratoires académiques, des protocoles validés scientifiquement et des résultats fiables exploitables pour une AMM. Donc, et aussi des prix, on va dire, meilleurs prix pour la réalisation de ces expérimentations. Voilà. Et pour finir, c'est au-delà de cette offre expérimentale que j'ai présentée ici brièvement, en conditions contrôlées. Donc, Science vous accompagne également dans tous vos autres projets R&D, bien sûr, toujours avec l'appui scientifique des chercheurs de l'UMR Agroécologie et de l'Institut Agro-Dijon. Donc, nous proposons d'autres expertises dans le domaine de biostimulation, notamment pour évaluer, par exemple, l'impact de vos produits sur les communautés microbiennes du sol, donc via des mesures d'indicateurs de qualité microbienne du sol. C'est des indicateurs aujourd'hui qui sont publiés, qui sont validés, ou bien cibler, par exemple, d'autres populations d'intérêt, on va dire, agronomique, comme les populations mycorhiziennes. Mais aussi, nous intervenons également dans le domaine de biocontrôle, bien sûr, avec une collaboration étroite avec l'équipe Immunity de la Vigne, donc principalement avec Marielle et Benoît de l'UMR Agroécologie, donc qui apportent leur soutien scientifique et leur savoir-faire reconnu dans ce domaine-là. Donc, je reste bien sûr à votre disposition après ce webinaire si vous avez des questions, bien si vous souhaitiez en savoir plus sur cet accompagnement R&D et puis échanger sur vos projets. Donc, je vous remercie. Merci beaucoup, Abdel. On arrive sur un pré-temps de conclusion avant de pouvoir être en échange et en question. Simplement, 2 éléments à retenir de ce webinaire qui ont été partagés. 20 à 30% des pertes mondiales s'opèrent des maladies de plantes. Et puis, une deuxième donnée qui est intéressante, c'est que le zéro phyto demande l'engagement et le positionnement de toutes les filières. Et ça aussi, ça peut constituer un levier pour les transitions. Vous partagez également une information, c'est que si le sujet vous intéresse et que vous souhaitez l'approfondir, le creuser et rencontrer les entreprises qui peuvent être à vos côtés pour vous accompagner sur ces transitions, Agronov propose le 19 novembre prochain une journée technique sur les sols et les biosolutions. Et l'objectif, c'est de viser la réduction des intrants. Vous pouvez vous inscrire dès à présent. Et puis, je vous invite à vous manifester si vous avez des questions, des commentaires et des remarques à partager. N'hésitez pas également à utiliser le chat si vous souhaitez partager une remarque. Alors, Marielle, on vous écoute. Je vais lancer la discussion, merci. Donc, j'avais une question pour Yannick et la souche de Clonostakis par rapport à l'oïdium. Est-ce qu'on sait si il y a aussi un effet potentiel d'hyperparasitisme? Sur la partie oïdium? Ouais. Oui, bah, on sait que voilà, c'est un champignon qui peut aller se nourrir d'autres champignons, donc notamment l'oïdium. Après, on est très méfiant sur cette communication-là pour pas que les producteurs puissent penser que c'est un produit éradiquant. On reste quand même dans une lutte de population. Donc oui, il peut aller consommer de l'oïdium, il faut déjà que la souche soit bien en place. Et on va plutôt parler quand même de préventivité par rapport à ce positionnement-là. On sera sur un produit préventif. Dans le cadre de la vigne, si un vigneron a déjà une attaque significative d'oïdium, il y a d'autres solutions sur le marché qui sont complètement qui répondront beaucoup mieux à la demande. Pour faire, entre guillemets, passez-moi l'expression, mais faire un peu le ménage. Et derrière, effectivement, une fois que cette place aura été faite, ce côté éradiquant aura été fait, pourquoi pas venir inoculer avec le G40 derrière pour empêcher la réincubation. Merci. Il y a à nouveau un écho. Il y a de nouveau un écho qui vient de disparaître. C'est curieux. Landry Deco, vous écoute. Ok, merci une fois de plus, Karine. Merci aussi à tous les différents panélistes. C'est un plaisir de partager avec vous cette thématique, notamment sur les biocontrôles. Donc, ma question en première devrait s'adresser à M. Abdel.
Je voudrais en fait, et en deuxième, je vais peut-être revenir M. Benoît. Donc, chez M. Abdel, je voudrais savoir en fait quels sont les indicateurs en fait de suivi les plus pertinents qui permettent aujourd'hui de pouvoir évaluer l'efficacité des biocontrôles actuellement, étant donné que Science est certainement très engagée pour tout ce qui est expérimentation. Et ça, c'est ma première question à M. Abdel. Et la deuxième question que j'aurais, certainement, ira à l'endroit de M. Benoît. Oui, M. Benoît. Ça serait certainement en fonction peut-être des expériences en termes académiques, de savoir en fait quelle serait la passerelle, quelle est réellement la passerelle qui existe entre la recherche, l'expérimentation ainsi que le transfert de ces solutions vers les exploitations agricoles. Quelle serait vraiment cette passerelle, quels sont les différents enjeux passerelles autour? Et la dernière question, probablement, qui veut la prendre parmi les différents experts, ce serait certainement de savoir, en fait, quel est le modèle économique. Quel est le modèle économique actuellement qui permet de pouvoir rendre ces solutions, ces biocontrôles, plus accessibles aux agriculteurs. Donc, voilà, en fait, mes trois questions que j'ai souhaité poser dans le cadre de cette présentation. Donc, je vous remercie. Merci beaucoup. Je vais commencer parce que, oui, je suis concerné pour la première question. En fait, j'ai parlé des paramètres pertinents pour le suivi et pour mesurer l'impact de biostimulants en serre, on va dire. Donc, et dans ce cas-là, en fait, donc ces paramètres, il y en a tellement en fait. Ils dépendent de la culture et dépendent on va dire, de l'objectif cherché suite à l'effet de ce biostimulant. Donc, ça peut être des mesures, on va dire, de croissance qui sont liées, par exemple, à la surface foliaire, au développement du système racinaire, ça peut être par des mesures, on va dire, de chlorophylle, ça peut être la matière, on va dire, fraîche et sèche à la fin de l'expérimentation. Donc voilà, donc il y a tellement de paramètres qui, voilà, donc aujourd'hui on a un peu de recul en fonction de culture pour cibler, on va dire, enfin les plus pertinentes, mais voilà, donc il y a certains paramètres qu'on peut mesurer qui s'avèrent efficaces sur une culture, mais pas sur d'autres, on va dire. Donc c'est vrai, ces paramètres et sont variés, et d'où la construction du projet en commun avec l'appui scientifique d'un chercheur pour vraiment cibler on va dire, les meilleurs paramètres. Merci. Donc, je vais enchaîner sur la deuxième question. Donc, le continuum entre guillemets entre la recherche un petit peu fondamentale et la recherche appliquée, pour nous, c'est vraiment déterminant. C'est-à-dire qu'on peut se poser des questions assez théoriques sur pourquoi une plante va être capable de répondre oui ou non à, par exemple, un stimulateur de défense des plantes. Donc, on peut aller rechercher tous les événements moléculaires, finalement, qui vont répondre à ça. Mais inversement, on peut aussi se nourrir des observations qu'il y a sur le terrain, notamment cette variabilité qu'on a observée. Ça va nourrir de nouvelles hypothèses. On a par exemple une collègue, Marie-Claire Éloire, qui se pose la question de savoir si on peut stimuler les défenses sur tous les organes. Est-ce qu'on peut stimuler des inflorescences? Est-ce qu'on peut stimuler des baies, par exemple? Et on a commencé à tester ça. Effectivement, on se rend compte qu'il y a des différences assez nettes entre les organes. Donc, je dirais que c'est vraiment important pour nous d'avoir ce continuum entre la recherche fondamentale et la recherche appliquée, parce que les deux se nourrissent, en fait. Donc, c'est vraiment important. Et juste un dernier point sur la troisième question. Je pense que les limites actuelles, ça reste quand même essentiellement le coût économique. Ça, c'est vraiment une limite qui est quand même majeure. Et la deuxième, c'est la réglementation. Pour moi, c'est les deux points qui freinent actuellement l'adoption des biosolutions de façon un peu générale. Et donc, c'est des choses sur lesquelles, notamment, Stéphane travaille, hein, puisqu'il prend vraiment cet aspect économique en compte dès le départ. Et on sait que quand on a des nouveaux produits, il va falloir qu'il y ait une production de masse pour que les coûts diminuent. Donc ça demande aussi à ce qu'il y ait un accord et une homologation qui soit acceptée facilement, rapidement, que ça ne coûte pas trop cher. Donc c'est là où l'aspect réglementaire au niveau européen doit, à mon sens, évoluer dans les prochaines années. Ok, merci beaucoup. Alors, si éventuellement je complète un peu la réponse de Benoît, effectivement, sur ces aspects économiques, le calcul est très simple, c'est que si vous voulez lutter contre le mildiou sur vigne, en traitement cuivre classique, en agriculture biologique, vous avez à peu près 20 € de produits par traitement et par hectare. Si vous voulez faire la même chose avec un produit de biocontrôle qui en général seul ne vous apportera pas le même niveau de protection que le cuivre, vous êtes déjà à quasiment 100 € de traitement à l'hectare. Et là, il va falloir coupler des produits. Et quand vous discutez avec
avec même des technico-commerciaux de la société avec laquelle on travaille, le retour qu'ils ont des viticulteurs, c'est OK, vous arrivez avec un produit qui marche très bien. S'il est par exemple à 100 euros, il y a 80% des viticulteurs qui voudront ou ne pourront pas l'appliquer. Donc, c'est pas le tout d'avoir une solution efficace, il faut qu'elle soit abordable et qu'elle soit simple à mettre en place par le viticulteur ou l'agriculteur derrière. Donc, effectivement, il faut, à mon avis, prendre en compte ces aspects économiques pour, ce continuum, recherche fondamentale, recherche appliquée. Mais si derrière, c'est pas applicable, pour X raisons, ça sert à rien. C'est parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, il nous reste 2 minutes avant que la visio ne se coupe. On a une réaction de Benoît Delfour dans le chat qui demande à Yannick. Nous nous sommes souvent questionnés sur la compatibilité des biosolutions formulées avec des micro-organismes avec les intrants de synthèse. Pouvez-vous commenter? Oui, oui, merci Benoît. Effectivement, chez l'Allemand, quand on présente nos micro-organismes, que ce soit le G46 ou d'autres, hein, on a une gamme qui s'étoffe d'année en année. On est souvent questionné parce que justement, le sujet a été évoqué. On peut associer différentes solutions et on doit voir comment nos micro-organismes se comportent quand on va l'associer. Bon, je parlais du soufre tout à l'heure. Comment ils se comportent. Donc ça, c'est des travaux que l'on fait notamment avec Mica Agrolab, une société qui est hébergée aussi à Bretonnière. Et donc, c'est des essais que l'on va faire en ce qu'on appelle en tant que mix, donc en mélange. On associe le produit complémentaire. Je reste sur mon exemple de soufre. Et au bout de 6 heures, on va comparer les populations qui sont viables, qui vont être capables de se développer. Et l'on compare par rapport à un témoin G46, par exemple, tout seul, et G46 plus soufre. Et en fonction des niveaux de population, on va dire, bon, bah là, on maintient un niveau de population qui est complètement satisfaisant, donc on s'estime compatible. Et à l'inverse, si on voit qu'on a une chute de population trop faible, qui ne va pas nous permettre d'inoculer la culture ou le substrat, et ben là, on va faire passer le message, attention, avec tel produit, avec telle substance active, pas de mélange, parce que sinon, on va détruire le micro-organisme. Donc c'est vrai qu'on investit beaucoup là-dessus, compatibilité avec les produits ou compatibilité. Marielle parlait tout à l'heure aussi de macro-organismes, des auxiliaires. On a aussi un champignon entomopathogène et là aussi, on fait un gros travail pour montrer la compatibilité qu'on peut avoir avec des différents auxiliaires qui peuvent être utilisés notamment en maraîchage. Parfait, merci beaucoup Yannick. Je vous propose d'arrêter ici puisque notre temps est compté en visio. Je tiens à vous remercier, chacun, vous intervenants, pour nous avoir fait part de votre expertise. Et puis, vous, en tant que participant, de vous intéresser au sujet. Ce webinaire ne s'arrête pas ici. On reste à votre écoute et on reste disponible pour répondre à vos questions. Vous avez mon adresse mail, donc je vous invite vraiment à nous faire part de vos remarques. Et ce webinaire vous sera partagé et retranscrit aussi prochainement pour que vous continuiez à avoir ces informations. Merci à vous Merci. toutes, à vous tous. Un bon week-end et merci de votre mobilisation sur ce webinaire. Merci beaucoup.
beaucoup, Karine. Merci, au revoir. Merci, Merci, revoir. au revoir. Merci, au revoir.